Aubois.com. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Géraldine Vosner du Point et Jean-Marie Colombani que vous retrouverez demain dès 8h dans Commentaire avec Jean-Claude Casanova. Mes amis, bonjour. Bonjour. Je vous propose de commencer non pas avec l'élection municipale américaine, mais avec les élections... pardon, qu'est-ce que je vous raconte ? Je vous raconte n'importe quoi. Je vous propose de commencer avec les élections américaines, mais pas l'élection municipale de New York. Exactement, voilà. Qui était un peu la grosse pomme qui cachait la forêt, parce que il y avait d'autres élections, Jean-Marie, aux États-Unis. Oui, il y avait d'autres élections, parce que tout est soumis à élection, au fond, aux États-Unis. Ça va du juge, dans le moindre comté, on vote pour le candidat ou la candidate, ainsi de suite. Donc ce qui est à retenir là, c'est qu'il y a quand même un fort mouvement anti-Trump. Et que ce fort mouvement anti-Trump s'est traduit notamment dans 2 États par l'élection de 2 gouverneurs femmes qui incarnent assez bien la nouvelle classe moyenne américaine. Elles sont jeunes, elles sont autour de 50 ans. C'était des États républicains ou des États démocrates ? Alors, c'était des États où l'un des deux avait un gouverneur républicain. Et ce sont des États en général disputés. C'est la Virginie et le New Jersey. New Jersey, c'est plus proche des démocrates. Virginie, ça se discute davantage parce que c'est plus compliqué. Et donc, ces gouverneurs qui ont été élus sont des femmes qui toutes avaient exercé des fonctions dans des fonctions régaliennes. L'une était un pilote d'hélicoptère de guerre et l'autre était un officier de la CIA. Donc, et c'est la génération montante au front du Parti démocrate qui est là, avec un mouvement de refus de Trump, en fait. C'est ça le substrat. Et c'est général et avec de grands écarts entre les uns et les autres. Donc c'est ça qui est intéressant, je pense, parce que ça montre quand même qu'il y a un mouvement. Alors, ça ne veut pas dire que le Parti démocrate soit tiré d'affaire, ça ne veut pas dire que le Parti démocrate ait retrouvé un projet, une ligne, une incarnation, mais ça veut dire quand même que ça peut être le démarrage le début d'un redémarrage. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les déterminants du vote, a joué le shutdown que Donald Trump considérait qu'il pouvait imputer aux démocrates et que les Américains l'imputent à lui. Et dans le shutdown, il y a des... Il faut rappeler ce que c'est que le shutdown. Ça concerne des milliers et des milliers de fonctionnaires américains. Qui ne sont plus payés. Et voilà, ils sont plus payés. Ils ne sont plus payés. Et surtout, il y a des tas de structures fédérales qui sont à l'arrêt. Par exemple, des structures qui distribuent l'aide alimentaire. C'est les Restos du Cœur, mais sous service public. Bon, et ça a provoqué une angoisse et puis une réalité terrible et que les Américains imputent directement à Donald Trump. Et lui n'a pas encore réalisé que la réalité de ce mouvement, il surfe encore sur la phase précédente. Et je pense que la phase précédente est derrière nous maintenant. Et surtout, il savoure la victoire de son cinglé préféré, c'est-à-dire le maire de New York. C'est autre chose, parce qui fait ses affaires, il va pouvoir polariser encore plus. Et qui utilise les mêmes moyens que Donald Trump. Alors, Géraldine Vosner n'est pas du tout d'accord sur le diagnostic. Elle a raison. Non, je pense c'est vrai qu'il faut regarder ces scrutins. Ils montent des mouvements intéressants, mais il ne faut pas extrapoler et les surinterpréter. J'ai regardé les chiffres globaux de Ballotpedia. Il y a eu 250 scrutins locaux, des tout petits, importants. En gros, les démocrates ont remporté 21 sièges sur ces scrutins. Les républicains en ont remporté 12. C'est vrai qu'il y a eu... que les démocrates ont capitalisé sur une espèce de fatigue de l'électorat républicain modéré. C'est-à-dire que le mouvement MAGA sur l'immigration, sur l'avortement notamment, peut coûter très cher localement. On a vu des scrutins locaux, notamment des référendums dans l'Ohio, en Floride, sur l'avortement, où les républicains modérés ont clairement basculé dans le camp démocrate, parce que sur ces politiques-là, qui sont un peu des emblèmes de MAGA, les modérés républicains ne le suivent plus. Cependant, Trump reste très populaire, 49% d'opinion favorable. Donc c'est pas les 11% de Macron. C'est pas les 11%. Et c'est pas un retournement global. C'est un signal envoyé pour 2026 très clair, en revanche, que ces mouvements extrémistes MAGA font de moins en moins recettes et provoquent un rejet de la part de cet électorat modéré. Maintenant, je dis, il faut aussi relativiser parce que ça reste quand même très majoritairement ce que disent d'ailleurs les observateurs américains, les Larry Sabato, les Ned Silver,
whatever, ça reste quand même des dynamiques locales qui sont très ancrées. On peut pas encore parler de mouvement général. Oui, mais c'est une première petite anticipation de ce que sont les midterms. Ah oui, alors bien, vous faites la transition. Voilà, les midterms, parce que... Les midterms, c'est les élections de mi-mandat qui interviendront à l'été prochain. Et qui, classiquement, sont défavorables au pouvoir en place. Enfin, pas à l'été, c'est à l'automne prochain. Novembre. C'est novembre de l'année oui, voilà, prochaine. L'année prochaine. Non, dans un an. Et ce qui est positif de regarder, c'est que c'est un rejet de l'extrémisme, quand même. Oui, ça c'est vrai, mais ce qu'il y a aussi, c'est que on peut pas ne pas négliger, on ne peut pas négliger la réalité de la situation économique, qui n'est pas du tout ce qu'avait promis Trump. En fait, les Américains attendent des résultats, ils veulent des résultats, les Américains. Il y a, comme partout ailleurs, un problème de pouvoir d'achat, et de pouvoir d'achat des classes moyennes. Et donc ça aussi, c'est un ressort qui défavorise Trump. Et par ailleurs, sur les sondages, il y a des sondages où il montre qu'il est quand même très, très affaibli. Il n'est pas à 49%, il est plutôt autour de 35%, ce qui, pour un président en place, un an après est très, très faible. Vous savez qu'aux États-Unis, il faut regarder la moyenne des sondages, et pas certains, parce que c'est pas du tout le même système que chez nous. Certains portent sur 300 personnes, d'autres sur 800. Les sondages se trompent souvent aux États-Unis. Oui. Alors, mes amis, on va laisser les Américains préparer leur midterm, avec des possibilités, je ne sais pas, de changement de majorité parlementaire. Je vous laisse le choix. Tiens. Juste pour terminer sur l'Amérique, un mot sur New York, parce que les paroles de Trump sont quand même délicieuses. Il a dit, en se tournant vers les Américains qui ont voté à New York, il a dit, vous aviez le choix entre un voyou et un communiste. Vous avez choisi le communiste. Mais alors qu'il a soutenu, lui, le voyou. Alors ça, c'est potentiellement une grande force pour Trump, cette élection du maire de New York. Mais je veux dire, c'est vraiment... Trump est inimitable. Bon. Je vous laisse le choix. Soit on parle du rapport de la Cour des comptes sur la gestion du Louvre, et notamment le reproche qui est fait, au-delà de la gestion, d'avoir privilégié le spectaculaire aux règles élémentaires de sécurité, aux investissements pour la sécurité, ou bien on parle de ce psychodrame national. Shein, vous choisissez. Qu'est-ce qui vous inspire ? Écoutez, je pense qu'il y a plus de clients de Shein que de visiteurs du Louvre parmi les Français, figurez-vous. Ah bon ? C'est bien le paradoxe de ce qu'on est en train de vivre avec Shein. Il y a eu un sondage très intéressant qui a été publié cette semaine dans le journal L'Hémicycle. Sondage qui nous révèle que 100% des répondants ont acheté dans les 12 mois passés là auprès de la fast fashion, donc Shein, Temu, H&M. Et sans doute Amazon aussi. Alors sans doute, mais en fait c'est ça qui est terrifiant, et ce sondage nous montre les Français... Vous mettez les Zara et autres dans la fast fashion ou pas ? Oui. Bon, d'accord. H&M, c'est de la fast fashion, pardon. Et alors de toute façon pour Shein seul, c'est plus de 70%. Donc les Français plébiscitent les petits prix, alors, et non seulement le plaisir de la variété. Plébiscitent les petits prix, ils peuvent être Kate Middleton tous les jours, c'est-à-dire avoir une nouvelle fringue tous les jours. Apparemment, c'est quand même aussi l'image que renvoient les people. Et surtout, dans les questions qui leur étaient posées, c'était à quel point les questions d'éthique, de conditions de travail, d'environnement comptent dans votre pouvoir d'achat. Ils sont seulement 2% à le mettre dans leurs critères. Ce qui compte dans les critères, c'est le style, premier, la qualité et le prix. Sur la qualité, évidemment. Ils se plantent, parce que la qualité non, mais la durabilité rendez-vous. En fonction du prix, si vous voulez. Ce sont des êtres d'achat rationnels. Mais voilà, ça montre le décalage entre le débat public et médiatique et la réalité des comportements des gens. La réalité, c'est qu'en fait, il y a 8 Français sur 10 qui se soucient peu des questions d'éthique. Voilà. Jean-Marie Colombani. En tout cas, ça a dépeuplé les centres-villes. Je veux dire, ça a dépeuplé les boutiques ferment les unes après les autres. De ce point de vue-là, c'est un désastre. Ah, c'est sûr. Et donc, c'est un désastre, mais qui est induit aussi par le fait que les gens commandent par Internet. Mais ça n'est pas uniquement le fait de Chine. C'est la commande en ligne, les quincailleries qui ferment, c'est parce qu'il y a Amazon. Tout cela s'additionne et contribue au fait que les centres-villes se dépeuplent, deviennent tristes, et des villes sans commerce, c'est des villes tristes et qui sont vouées au déclin. Donc c'est quand même tout ça très préoccupant, je pense, en dehors du fait que, oui, c'est vrai, les Français se soucient assez peu de ce qu'il y a derrière ces produits que vous inspire de mauvaise qualité, et qui sont le travail des enfants, qui sont le non-respect des normes environnementales, ainsi de suite.
Que vous inspire la politisation de cette affaire? On a envoyé des douaniers ouvrir 200 000 colis à Roissy, et je les plains parce qu'ils vont avoir du boulot. 8 colis sur 10 correspondent à des produits qui sont évidemment pas aux normes, c'est-à-dire des jouets un peu dangereux, avec des matières un peu zarbilles. Il aura quand même fallu... Les politiques s'en sont comme si, à travers Chine, il fallait un exutoire à toutes les insuffisances de nos politiques de développement local et du commerce en centre urbain, comme si Chine payait pour tous les autres. Non, mais toutes les critiques qu'on adresse à Chine sont exactes. On se dit qu'il aura quand même fallu qu'on découvre qu'ils vendaient des poupées sexuelles pédophiles pour que les pouvoirs publics et des armes de catégorie A. Ça devrait suffire à les condamner, ça devrait suffire pour les mettre à l'index. Maintenant, on joue les matamors en allant ouvrir les colis. Bon courage à vous. Tu vois, tout ça, c'est pour les médias. Évidemment, il faudrait des mesures au niveau européen déjà pour que ça ait le moindre impact, parce que le colis, vous irez le livrer en Belgique. La fameuse taxe sur les petits colis est en discussion. Donc ça finira par aboutir. La France commence à l'appliquer. D'autres pays l'appliqueront. Ça finira par aboutir, mais avec le temps qui est celui de... Mais non, mais c'est nos propres faiblesses que ça pointe. Pardon, parce que là, vous dites, c'est vrai, ça a dépeuplé les centres-villes, etc. Mais nos propres marques textiles ont été les premières à délocaliser pour aller chercher de la main-d'œuvre pas chère dans des pays d'Asie. Donc, en fait, il y a une immense hypocrisie et on n'arrive pas à résoudre maintenant cette mondialisation qu'on a souhaitée, qu'on a voulu, qu'on a accompagnée. C'était la façon dont fonctionnait la mondialisation. C'est vrai aussi. Mes amis, vous aurez l'occasion d'en reparler. Je rappelle tout de même que Chine est une plateforme de marché et que donc des fournisseurs s'y inscrivent et font leur commerce et l'utilisent comme un autoroute et que tout cela est très difficile à contrôler, mais c'est pas une raison effectivement pour laisser passer les armes de catégorie A et les poupées pédophiles, comme je les appelle depuis le début de la semaine. Nous allons nous séparer avec Jacques Dutronc ce soir au Palais des Congrès à Paris. Ses plus grands succès sur grand écran, revisités par une formation symphonique. Voici la bande-annonce avec l'orchestre qui s'accorde. À la semaine prochaine. 5 heures, je n'ai pas sommeil. Pas sommeil, mais il faut y aller,